vérifier ou de valider cette démarche-là dans le cadre du projet et sur des exemples pratiques, soit d'actions qui avaient déjà été menées. On avait mené des recherches-actions dans certains territoires, et on essayait d'observer si au regard de ce qui s'était passé, si on avait appliqué la méthode, est-ce qu'à un moment ou l'autre ça aurait mieux marché, et des projets en cours. Donc là, actuellement, on a des projets de type CAPTI qui sont pilotés par le rectorat et avec nous, avec l'INSPE, sur ces questions-là de démarche et d'approche territoriale. Dans l'article que vous retrouverez dans les actes, et la présentation d'aujourd'hui, on va plutôt travailler sur les étapes 2, 3 et 4. Le diagnostic, en général, les gens savent à peu près faire, même si on s'aperçoit qu'il y a encore des difficultés. Mais l'article est plutôt centré sur les phases de conception, de mise en œuvre et de suivi et d'évaluation des projets. Donc, le premier travail qui a été mené par Denis et par l'ensemble des collègues sur ces questions-là au niveau du projet et au niveau de sa thèse, et donc comment, sur un projet d'intelligence territoriale, on arrive à avoir une vision systémique de ce que peut être ce projet-là. Donc là, la vision systémique, comme je l'ai dit au début, moi je suis plutôt ingénieur de formation, et donc ça me tient énormément à cœur. La vision systémique, c'est plutôt mon dada, et j'embête un peu Denis avec ça, mais il est convaincu. Donc, on est tranquille. L'idée étant de dire qu'à partir du moment où on est dans un projet, si on a une vision qui est centrée que sur le résultat du projet, et pas forcément sur la démarche, on peut arriver à des projets qui ont un résultat relativement intéressant, mais avec un impact relativement faible, et avec une incapacité pour les enseignants de reproduire le projet simplement parce qu'on n'a pas de démarche pour le construire. Donc l'idée de l'approche systémique, c'est de se dire, on va essayer d'aborder la problématique de façon assez générale pour arriver à une vision plus petite, plus micro. Donc les éléments sur lesquels nous avons travaillé, ce sont les axes de travail qui permettent de caractériser un projet territorialisé. Donc il y a la culture territoriale, c'est sur le quoi le projet va s'appuyer. Il y a les acteurs, le qui, sur qui le projet s'appuie, et l'axe didactisation, c'est ce que l'on va générer grâce au projet, et par le fait que l'on va mettre en synergie la culture du territoire, ou les éléments du territoire, et les acteurs. Sur ces axes-là, qui sont quand même des axes assez généraux et génériques, on travaille sur des éléments plus structurants, c'est-à-dire décrivant les axes. Donc en fait, on se aperçoit qu'on a travaillé, on a décrit quels sont les environnements internes du projet, c'est-à-dire le groupe ou les entités ou les membres sur lesquels le projet va s'appuyer. Donc ce sont les personnes qui vont piloter le projet. L'environnement externe, ce sont toutes les entités qui vont pouvoir d'une façon ou d'une autre influencer le projet, typiquement les DCEN, les rectorats, les INSPE d'une façon ou d'une autre, qui vont ponctuellement intervenir sur le projet, mais qui ne vont pas, pour en parler, en être les pilotes. Les acteurs du projet, c'est-à-dire ceux qui prennent réellement part au projet, et ensuite les compétences et connaissances qui vont être nécessaires et qui vont devoir être mobilisées au cours du projet. L'idée étant ensuite d'avoir des modèles plus opérationnels pour faire qu'on puisse être en capacité de structurer, de coordonner l'ensemble des éléments, donc ça c'est des modèles d'organisation, des modèles qui permettent de définir les processus, c'est-à-dire que les activités qui vont être menées au cours du projet et qu'on va suivre pour essayer de vérifier qu'effectivement tout se passe correctement et les synergies se créent bien, et ensuite un modèle de ressources, c'est-à-dire le résultat que l'on va attendre du projet. L'ensemble de ces éléments sont en fin de compte, sous forme schématique, une synthèse, une évolution des travaux qui avaient déjà été menés il y a une dizaine d'années dans le cadre des projets industriels. Et donc ça, c'est un modèle qui a été transposé d'un modèle que l'on utilise par exemple chez Airbus, où on travaille sur ces questions-là. On a le même modèle aujourd'hui, on est en train de travailler avec la SNCF pour le pilotage de leurs projets industriels. Donc on travaille sur ces questions-là. Le modèle que vous voyez ici a été en fait réadapté. Donc on trouve le projet en intelligence territoriale et développement durable au centre du dispositif. On voit que sur les axes, si vous voulez avoir un développement sur l'axe de la culture, il faut que vous ayez correctement modélisé et compris quels étaient vos environnements internes et externes, que vous soyez en capacité d'identifier des acteurs, que vous soyez sur la partie de droite en capacité d'organiser ces acteurs-là de telle façon qu'à un moment ou un autre le projet puisse accoucher de quelque chose, que cette organisation va faire en sorte que vous puissiez à un moment ou un autre mettre en œuvre des activités, donc ce sont les processus, activités qui vont permettre aux acteurs d'exprimer quelles sont leurs compétences et leurs connaissances. Et pour le pilote du projet, qui va être aussi un élément pour dire, dans le projet j'ai besoin de telle ou telle compétence, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'acteurs qui sont aujourd'hui dans le projet qui arrivent à faire ça. Donc on fait un suivi des compétences et on dit on a besoin d'aller les chercher à l'extérieur, donc on va voir dans l'environnement qui est en capacité d'apporter les compétences et on le fait rentrer dans le projet. L'idée c'est d'avoir vraiment un outil de suivi et de pilotage des projets
en anticipation, on vient cadrer un peu les grands éléments du projet, et ensuite, au fur et à mesure de l'évolution du projet, quand on a besoin de compétences, on va chercher les acteurs. Quand les acteurs les ont pas, on peut les former. Dans les entreprises, on lance pas mal d'actions de formation, ou au contraire, on peut aller le chercher à l'extérieur. Et l'idée, c'est que, de par le fait que l'organisation est correcte, que les processus et les activités se créent au fur et à mesure du projet, même si on peut les avoir un peu modélisés en amont, on va avoir... Merci. Et donc on peut avoir la production de ressources qui vont être, notamment pour les environnements externes, l'image de ce que le projet est en capacité de faire ressortir. Donc c'est extrêmement important. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la même chose pour les processus, les projets industriels. Et donc les entreprises travaillent aussi d'une certaine façon avec ces outils-là. La grosse différence entre les entreprises et le monde de l'éducation, d'une part, il y a la culture, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des mondes qui parfois se parlent mais souvent s'ignorent, et il y a une différence aussi dans les outils. C'est-à-dire que dans le monde de l'industrie, derrière, on arrive à outiller ça assez facilement avec des logiciels classiques de gestion de modèles de produits, donc des outils PLM, des outils ERP, ainsi de suite, il n'y a pas de problème, sauf que dans le monde de l'éducation, ça n'existe pas. Donc dans les projets qu'on a essayé de mener, dans l'étude de cas que vous trouvez dans l'article, finalement, il a fallu s'adapter, et on s'adapte en fonction de chaque acteur. Par exemple, j'ai repris un exemple pour la mise en œuvre de la cartographie des compétences et de la cartographie des partenaires. Il y a des collègues qui nous ont dit nous on préfère les cartes heuristiques, les mind maps. Donc on a fait sous forme de mind map. Dans le monde de l'entreprise, c'est relativement peu utilisé, on fait autrement. Ça, c'est pas grave, ils utiliseraient plutôt des modèles de processus, des modèles d'activité, donc c'est autre chose. Donc là, sur ce projet-là, donc Jean de Garonne, les collègues nous ont dit on va faire une cartographie des personnes présentes. Donc on a identifié l'ensemble des personnes qui potentiellement pouvaient abonder au projet. Cette cartographie est évolutive parce qu'à chaque fois qu'on a des besoins particuliers, on vient rajouter des partenaires. Sur cette base-là, quand on a identifié tous les partenaires par rapport au modèle qui était présenté précédemment, on identifie pour chaque acteur, si possible, toutes les interactions qu'il va devoir avoir avec les autres, comment il va devoir gérer ou mener ses activités, quelles vont être ses activités, quelles sont les compétences nécessaires pour mener ses activités. C'est d'identifier en amont que, par exemple, un professeur des écoles qui va devoir faire des appels d'offres ou des choses comme ça n'est peut-être pas en capacité de le faire. Donc chacun son métier, et on identifie les compétences de chacun. Donc ça, de la même façon, les collègues ont demandé à ce qu'on travaille plutôt sous forme de tableau, où on reprend de façon assez analytique ce que chacun doit faire. Donc on retrouve dans le tableau les éléments en lien avec l'acteur considéré. Donc là, c'est en général le prof SP, donc c'était Denis. Denis va devoir travailler avec des relations avec Jean de Garonne, avec des autres acteurs. On va venir spécifier quelles sont ces activités-là, on va venir spécifier ce que Denis doit faire et ce que les autres doivent faire, les résultats attendus et les compétences nécessaires pour obtenir les résultats. Et donc, in fine, là vous avez un exemple des productions qui ont été faites dans le cadre de ce projet-là, où sur la base de toute la cartographie qu'on a établie, sur la base des objectifs qu'on avait définis ensemble, sur la base de la construction du projet qui s'est fait en amont, on avait quand même préparé les choses, puis ensuite au fur et à mesure, on a abouti à la définition et à l'identification de tout un tas d'éléments qui sont aujourd'hui accessibles pour les écoles, mais pas que, puisque Jean de Garonne est accessible à tout le monde dans un village en Côte-de-Garonne, Couture-sur-Garonne. Et donc là, vous avez des éléments sur le cycle de l'eau, sur l'évolution des paysages et sur la biodiversité du fleuve. Et donc, c'est par l'intermédiaire du projet qu'on a pu élargir le spectre. Typiquement, il y a des éléments sur des serious games ou des films 3D ou des choses comme ça qui ont été développés parce qu'on s'est dit, il y a une opportunité, on ne sait pas faire, mais qui on va chercher? Et donc, on va chercher les compétences pour y arriver. Et pour conclure, au niveau du modèle présenté, au niveau du travail de la thèse de Denis et au niveau du projet lui-même, au niveau du projet Faux-Promare et Erasmus+, ce qui était intéressant, c'est que les points forts du modèle concernent surtout une meilleure connaissance et reconnaissance des acteurs du territoire. C'est-à-dire que les enseignants et les partenaires locaux se disent on reconnaît enfin la capacité que j'ai à apporter quelque chose à l'école sur mon territoire. Les partenaires nous disent aussi qu'ils ne s'étaient pas vraiment posé la question de l'accessibilité aux enfants. On fait souvent de la médiation, mais la question de faire rentrer l'enseignant, faire rentrer les enfants dans le dispositif n'était pas toujours évidente. D'autre part, le fait de travailler en mode projet sur les territoires, ça contribue à créer une forme d'organisation qui n'existait pas sur les territoires. On faisait les choses un peu sur la base des connaissances que l'on a. On se connaît, donc on fait les choses parce qu'on se connaît. C'est important, nécessaire, mais ce n'est pas forcément suffisant. Et ce n'est pas forcément transposable à d'autres territoires à partir du moment où on n'a pas formalisé ce que l'on a fait. Donc là, l'idée, c'est de formaliser toute la démarche pour pouvoir être reproductible dans d'autres territoires. Et donc les limites,
c'est d'une part le fait qu'il faut avoir une approche partenariale forte et un engagement fort des partenaires, parce que c'est quand même assez lourd de mener des projets comme ça. Et il faut aussi l'adhésion à l'hypothèse que le territoire peut apporter quelque chose. Si on n'est pas convaincu par le fait que le territoire apporte quelque chose, c'est pas la peine de rentrer dans un projet de territoire et de partage d'intelligence collective et d'intelligence territoriale.